Une bascule brutale surgit, défiant toute prévision économique. Pendant que l'industrie britannique stagne, l'expansion énergétique africaine avance, révélant un paradoxe structurel aux effets déjà mesurables dans plusieurs secteurs clés. Que signifie ce renversement pour Ibrahim Traoré et pour vous dans un monde désormais décentré? Un avenir différent s'esquisse maintenant. Cette analyse propose une grille de lecture claire pour comprendre un réalignement mondial déjà en cours sans s'arrêter aux apparences conjoncturelles. Le bénéfice est précis. Lire les données pour anticiper les trajectoires réelles. Il ne s'agit pas d'une simple opposition entre une économie qui ralentit et une autre qui accélère, mais d'un déplacement progressif des leviers fondamentaux. Énergie, industrie, logistique et capacité d'adaptation. Ce déplacement affecte simultanément les États, qui voient leur marge budgétaire se recomposer, les entreprises contraintes de redéfinir leur chaîne de valeur, les investisseurs forcés d'ajuster leurs repères de risque et les citoyens exposés à des transformations concrètes de prix, d'emplois et de services. L'enjeu central n'est donc pas de prédire un vainqueur, mais de comprendre comment un système réputé stable peut perdre sa cohérence pendant qu'un autre gagne en lisibilité. Une question guide la suite. Quels signaux permettent d'identifier ce basculement avant qu'il ne devienne irréversible? Le renversement est déjà visible lorsque l'on assemble des signaux longtemps considérés comme secondaires. Ce ne sont pas les annonces spectaculaires qui l'ont déclenché, mais l'accumulation patiente d'écarts devenus structurels. Pendant plus d'une décennie, la productivité industrielle britannique est restée quasi stagnante, tandis qu'en parallèle, plusieurs économies africaines construisaient méthodiquement leur base énergétique et logistique, créant un différentiel désormais impossible à ignorer. Ce décalage ne s'est pas formé en un instant. Après la crise financière de 2008, les bilans bancaires britanniques ont commencé à révéler des fragilités récurrentes, masquées par un discours de résilience. Les usines des Midlands fonctionnaient sous capacité chronique, non par manque de commandes, mais parce que les coûts énergétiques effaçaient les marges. L'investissement manufacturier glissait progressivement derrière celui des autres grandes économies développées, installant une inertie difficile à corriger. Dans le même temps, la dépendance énergétique exposait le pays à une volatilité que son modèle centré sur les services ne parvenait pas à amortir durablement. En miroir, l'Afrique entrait dans une phase de cohérence cumulative. Des corridors énergétiques prenaient forme, des méga-projets solaires stabilisaient l'approvisionnement et des infrastructures portuaires repensées reliaient l'intérieur du continent aux marchés internationaux. Cette dynamique n'était ni improvisée ni uniforme, mais suffisamment structurée pour attirer un capital de plus en plus attentif à la prévisibilité. C'est dans cet élan que la posture de dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, devient emblématique, non pas par des déclarations isolées, mais par l'attention portée à l'alignement des leviers clés. Ce contexte explique pourquoi de nombreuses analyses se sont trompées de temporalité. Les banques et les institutions ont réagi tardivement, alors que les acteurs de terrain percevaient la rupture bien avant qu'elle n'apparaisse dans les statistiques agrégées. Le glissement n'était pas spectaculaire, mais cohérent, et c'est précisément cette cohérence qui a rendu le basculement inévitable. La question n'est donc plus de savoir si le mouvement existe, mais comment reconnaître ces signaux faibles assez tôt pour ne pas les subir lorsqu'ils deviennent dominants. Pour comprendre comment une rupture systémique se matérialise avant d'être reconnue, il faut quitter les indicateurs globaux et observer ceux qui vivent la transition au quotidien. Ce sont souvent des acteurs ordinaires qui perçoivent les inflexions avant les institutions. Dans les Midlands britanniques, un directeur d'atelier décrivait dès le milieu des années 2010 des chaînes de production tournant au ralenti. Le problème n'était pas l'absence de commandes, mais l'impossibilité de préserver des marges face à des coûts énergétiques devenus imprévisibles. Chaque hausse effaçait des mois d'efforts. Les machines fonctionnaient encore, mais la logique économique se fissurait. Cette situation, perçue localement comme une difficulté conjoncturelle, constituait en réalité un signal avancé. Lorsque l'énergie cesse d'être stable, la compétitivité industrielle se délite silencieusement. À plusieurs milliers de kilomètres, un autre type d'expérience se déployait. À Nairobi, une jeune entreprise logistique voyait son volume d'activité doubler en moins de 3 ans.
Ce résultat ne relevait pas d'un exploit isolé, mais d'une amélioration progressive des corridors intérieurs, de la fiabilité énergétique et de l'intégration numérique. Les délais devenaient prévisibles, les coûts se stabilisaient. Les clients adaptaient leurs flux en conséquence. Ici aussi, le changement était discret, mais cumulatif. Ces deux trajectoires montrent comment les individus deviennent des capteurs précoces du basculement. Les banques et les gouvernements réagissent aux chiffres agrégés. Les directeurs d'ateliers et les logisticiens ressentent la rupture bien avant. C'est ce décalage de perception qui explique pourquoi tant d'analyses ont sous-estimé la profondeur du mouvement en cours. Le point essentiel est simple. Lorsque ces expériences locales se répètent dans des contextes différents, elles cessent d'être anecdotiques. Elles deviennent des indicateurs structurels. L'idée essentielle tient en une phrase. Les signaux faibles précèdent toujours les ruptures visibles. L'activation du cycle commence lorsque la fragilité latente devient opérationnelle. Les coûts énergétiques britanniques cessent d'être un paramètre secondaire et s'imposent comme une contrainte quotidienne. Les usines chimiques réduisent leurs équipes. Les aciéries suspendent leurs opérations aux heures de pointe. Les fournisseurs automobiles voient leurs marges disparaître au moindre surcoût logistique. Rien ne s'effondre d'un coup. Tout se contracte. Lentement, mécaniquement, la perte de cohérence interne s'installe et avec elle l'érosion de la confiance, ce carburant invisible de l'investissement. La tension monte lorsque les acteurs financiers réévaluent le risque. Londres n'est plus perçue comme un refuge automatique. La monnaie recule par à-coups. Les importations renchérissent. Le crédit se resserre. Les entreprises ne parlent plus d'optimisation, mais de survie. Elles réexaminent leurs implantations, ligne par ligne. Certaines divisions sont déplacées. D'autres sont gelées. Les chaînes logistiques sont reroutées vers des hubs jugés plus prévisibles. Le mouvement n'est pas idéologique. Il est pragmatique. Et il s'étend presque sans bruit. Le point de bascule psychologique survient lorsque ces décisions deviennent routinières. Ce qui était exceptionnel devient normal. Les fermetures d'usines cessent de surprendre. Les vitrines fermées s'accumulent. Les infrastructures vieillissantes peinent à suivre. Le Royaume-Uni découvre que ses avantages historiques ne compensent plus la perte d'élan. L'activation s'est transformée en dynamique auto-entretenue. Chaque choc renforce le précédent. Chaque retrait prépare le suivant. Pendant ce temps, un autre mouvement s'accélère. Des milliers de kilomètres au sud, l'Afrique entre dans sa phase d'absorption. De nouvelles zones industrielles s'illuminent. Des corridors logistiques relient l'intérieur du continent aux ports en eau profonde. Des parcs manufacturiers émergent, conçus pour retenir la valeur plutôt que l'exporter brute, ce qui apparaît comme un exode d'un côté est vécu comme une intégration maîtrisée de l'autre. Les infrastructures se synchronisent, les universités forment des ingénieurs, les partenariats internationaux se multiplient, l'élan devient cumulatif, la répercussion majeure réside dans la comparaison. Là où une économie hésite, l'autre avance. Là où l'imprévisibilité domine, la stabilité relative attire. Ce contraste n'est pas instantané, mais il devient irréversible lorsque les flux d'investissement suivent. Les décisions industrielles ne se prennent plus par inertie, mais par calcul de résilience. Le centre de gravité commence à dériver, d'abord lentement, puis avec la force d'un mouvement accumulé sur plusieurs années. Dans cette recomposition, la lecture stratégique de dirigeants africains prend une importance particulière. Des figures comme Ibrahim Traoré observent moins les fluctuations à court terme que la cohérence interne du mouvement. Leur attention se porte sur l'alignement des leviers. Énergie, logistique, ressources, marché. Ce n'est pas un pari ponctuel, c'est une construction séquentielle. Et c'est précisément cette séquence qui transforme des événements dispersés en trajectoires lisibles. Les répercussions dépassent alors le cadre industriel. Les cartes mentales des investisseurs se redessinent. Les entreprises reconfigurent leurs priorités. Les États ajustent leurs projections. Le monde ne bascule pas par rupture brutale, mais par enchaînement d'arbitrage rationnel. Une activation discrète, une tension persistante. Des répercussions durables. Le point de départ est un niveau de base longtemps considéré comme soutenable. L'écart apparaît lorsque ce niveau cesse d'absorber les chocs. C'est précisément ce passage discret mais mesurable qui transforme une vulnérabilité latente en contrainte structurelle.
3 indicateurs suffisent à éclairer ce glissement sans multiplier les chiffres ni forcer l'interprétation. Un premier repère se détache, l'intensité énergétique de l'industrie britannique. Sur la période de volatilité mondiale, elle augmente plus vite que celle de la moyenne européenne. Au niveau de base, l'énergie représentait un coût maîtrisable intégré dans les modèles industriels existants. Lorsque l'écart se creuse, chaque hausse importée agit comme un multiplicateur négatif. Les entreprises ne peuvent plus lisser les variations par la productivité ou la taille des volumes. La compétitivité se dégrade mécaniquement, non parce que les capacités disparaissent, mais parce que leur activation devient trop coûteuse. Autrement dit, des coûts énergétiques instables amplifient chaque choc industriel successif. Un deuxième repère apparaît, la dépendance accrue au gaz importé. Le niveau de base reposait sur une combinaison d'approvisionnement domestique et d'importation relativement prévisible. Le déplacement s'opère lorsque la production nationale décline et que l'exposition aux marchés mondiaux augmente. Cette dépendance ne se limite pas à une question technique. Elle structure désormais l'ensemble des prix industriels. Les entreprises ajustent d'abord leurs horaires, puis leurs effectifs, avant de revoir leur localisation. Le delta apparaît lorsque l'incertitude énergétique cesse d'être temporaire et devient un paramètre permanent des décisions d'investissement. Autrement dit, une dépendance importée transforme la volatilité en contrainte durable. Un troisième repère complète le tableau, l'affaiblissement récurrent de la livre lors des phases de tension. Au niveau de base, les fluctuations monétaires restaient absorbables par des marges et des couvertures financières. L'écart se manifeste lorsque chaque dépréciation renchérit immédiatement les importations critiques. Les industries dépendantes de composants internationaux voient leurs coûts grimper sans pouvoir les répercuter intégralement. La chaîne est simple, monnaie affaiblie, investissement comprimé, arbitrage de localisation accéléré. Ce mécanisme convertit un signal financier en décision industrielle. Autrement dit, une monnaie instable accélère les arbitrages industriels défavorables. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être interprété comme cyclique. Mis bout à bout, ils décrivent un transfert d'élan. Le système britannique passe d'une capacité d'absorption à une logique d'ajustement défensif. Les entreprises ne cherchent plus à optimiser un modèle, mais à réduire une exposition. Ce changement d'intention est mesurable dans les décisions prises, même lorsque les volumes globaux n'ont pas encore chuté brutalement. Le contrepoint africain renforce la lecture quantitative. Sur le continent, l'intégration énergétique progresse de manière cumulative. Projets solaires de grande ampleur, interconnexion régionale, stabilisation de la production géothermique. Le niveau de base n'était pas élevé, mais la trajectoire est cohérente. L'écart apparaît lorsque la prévisibilité des coûts devient un avantage comparatif. Les industries à forte consommation énergétique recherchent moins le coût minimal que la stabilité mesurable. Ce déplacement explique pourquoi les flux d'investissement suivent une logique différente de celle observée il y a encore une décennie. Dans ce contexte, des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré privilégient la lecture des tendances répétables plutôt que des chiffres isolés. L'enjeu n'est pas d'annoncer un renversement spectaculaire, mais d'identifier des écarts qui se reproduisent. Lorsque ces écarts deviennent systématiques, ils cessent d'être des anomalies. Ils deviennent des signaux directeurs. Au final, la lecture quantitative conduit à une idée simple. Le réalignement ne repose pas sur une rupture unique, mais sur l'addition de deltas mesurables. Ce sont ces deltas, plus que les niveaux absolus, qui orientent les décisions industrielles et déplacent durablement le centre de gravité économique. Le centre de gravité a déjà changé. Ce qui modifie réellement la lecture du réalignement n'est pas l'ampleur des difficultés britanniques ni la vitesse de certains projets africains, mais le moment où ces deux dynamiques cessent d'évoluer séparément. À ce stade, il ne s'agit plus d'un contraste, mais d'un système unique où chaque retrait d'un côté alimente l'absorption de l'autre. Le basculement devient alors auto-renforcé. Jusqu'ici, beaucoup d'analyses considéraient l'Afrique comme une périphérie montante, encore dépendante des décisions prises ailleurs. La révélation médiane est différente. Plusieurs trajectoires africaines fonctionnent désormais comme des pôles de stabilisation dans un environnement mondial instable. L'énergie prévisible, les corridors logistiques intégrés et la démographie active ne compensent plus un manque. Ils redéfinissent la norme. À partir de ce point, la comparaison implicite s'inverse.
Ce ne sont plus les économies africaines qui doivent prouver leur viabilité, mais les modèles historiques qui doivent démontrer leur capacité d'adaptation. C'est ici que la posture de dirigeants comme Ibrahim Traoré prend tout son sens analytique. Elle ne repose pas sur l'annonce d'un futur idéalisé, mais sur la reconnaissance d'un présent déjà structuré. Observer ce présent permet de comprendre pourquoi certains choix deviennent irréversibles. Les entreprises ne déplacent pas leurs activités par opportunisme, mais parce que la prévisibilité a changé de camp. La révélation n'est donc pas spectaculaire, elle est silencieuse. Le monde ne se prépare pas à changer de centre de gravité. Il l'a déjà fait par accumulation de décisions rationnelles prises loin des projecteurs. Pour les États, le premier effet est budgétaire et n'est stratégique. La volatilité énergétique limite la marge d'action, obligeant à réviser des projections autrefois conçues pour un environnement plus stable. Le second effet est diplomatique. Lorsque des infrastructures énergétiques et logistiques deviennent cohérentes à l'échelle régionale, le pouvoir de négociation se déplace vers ceux qui contrôlent les corridors, les minéraux critiques et la prévisibilité des coûts. Dans ce cadre, des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré disposent d'un espace d'affirmation plus lisible, non par rhétorique, mais parce que les leviers matériels s'alignent et changent les termes des discussions internationales. Pour les entreprises, la conséquence immédiate n'est pas un slogan, mais une reconfiguration opérationnelle. Coûts imprévisibles, crédits plus serrés et importations plus chères accélèrent les arbitrages de localisation et de chaînes d'approvisionnement. Les cartes logistiques, longtemps centrées sur des points d'ancrage britanniques, se redessinent vers des hubs offrant un mélange de croissance et de stabilité perçue, ce qui transforme des décisions ponctuelles en routine industrielle. En Afrique, le mouvement inverse se consolide. L'industrialisation progressive attire des partenariats manufacturiers et technologiques, parce que l'énergie et les corridors intégrés rendent l'exécution plus prévisible qu'on ne l'imaginait encore il y a une décennie. Pour les populations, l'effet se mesure dans le quotidien avant d'être reconnu dans les rapports. Sauce de papier, de prix, fermeture d'usines, contraction d'opportunités locales et pression accrue sur des services publics déjà sollicités. Dans les zones touchées, la rupture n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être ressentie. Elle s'installe lorsque l'emploi se raréfie et que la stabilité des ménages dépend de facteurs qu'ils ne contrôlent pas, comme les coûts d'énergie et d'importation. A l'inverse, plusieurs sociétés africaines voient émerger une main-d'œuvre jeune entrant sur le marché en nombre croissant, ouvrant des perspectives réelles, mais conditionnées par la capacité de gouvernance à accompagner l'urbanisation et l'industrialisation sans laisser les bénéfices se dissoudre. Pour les partenaires régionaux et internationaux, le déplacement du centre de gravité oblige à recalibrer les alliances. Les relais traditionnels de stabilité ne suffisent plus si la cohérence économique se construit ailleurs, au rythme des infrastructures et des coûts réels. Les accords miniers, énergétiques et logistiques se négocient alors dans un paysage où la centralité africaine n'est plus périphérique, mais structurante, et où les dépendances se redessinent dans les deux sens. Cette reconfiguration n'exclut personne. Elle force chaque acteur à hiérarchiser ce qu'il considère comme critique, énergie, accès, corridor, et à reconnaître que l'adaptation pèse désormais autant que l'héritage. Le prochain semestre ne se jouera pas sur une annonce unique, mais sur l'addition de décisions cohérentes, allocation du capital, choix d'implantation, arbitrage énergétique et reconfiguration logistique. La question ouverte depuis le début reste la même. Qu'est-ce qui, concrètement, décide du rythme d'amplification du réalignement? Dans une trajectoire centrale, le Royaume-Uni stabilise une partie de ses fragilités sans retrouver un dynamisme industriel robuste. Les coûts énergétiques demeurent fluctuants et cette instabilité continue d'agir comme une contrainte de planification pour les secteurs intensifs en électricité. Les investissements privés se déplacent progressivement vers les zones perçues comme plus prévisibles, notamment là où des corridors industriels et des infrastructures énergétiques renforcent l'exécution. Les chaînes d'approvisionnement s'ajustent par petites étapes. On ne bascule pas d'un jour à l'autre, mais on déplace les risques trimestre après trimestre. Le résultat est un statu quo asymétrique. L'attractivité britannique s'érode lentement, tandis que l'élan africain se consolide méthodiquement. Dans une trajectoire plus favorable, une accalmie sur les marchés énergétiques
combinée à des mesures industrielles ciblées, redonne au Royaume-Uni un espace d'investissement plus lisible. La reprise ne serait pas uniforme, mais elle limiterait l'accélération des retraits industriels. En parallèle, l'Afrique poursuit sa montée en puissance à un rythme plus linéaire. Les partenariats énergétiques, logistiques et industriels continuent, mais sans saut d'intensité supplémentaire. Le système mondial se réorganise alors de manière plus graduelle, laissant davantage de marge de manœuvre aux acteurs qui savent ajuster leur chaîne sans rupture. Dans une trajectoire plus difficile, une nouvelle phase de volatilité énergétique en Europe amplifie les vulnérabilités. Crédit plus tendu, monnaie affaiblie, importations plus coûteuses. Les entreprises accélèrent leurs décisions de relocalisation vers des hubs jugés plus stables, et le mouvement devient cumulatif. Dans le même temps, plusieurs trajectoires africaines renforcent leur coordination. Nouveaux parcs industriels, corridors modernisés, capacités énergétiques renouvelables qui stabilisent les coûts. La divergence s'intensifie, non par choc instantané, mais par enchaînement de contraintes qui se renforcent. Une méthode simple aide à rester lucide. Plutôt que de parier sur un seul scénario, il est plus opérationnel d'évaluer les conditions. Si la stabilité énergétique et logistique devient mesurable dans un hub, alors le capital productif tend à suivre. Si l'imprévisibilité devient la norme, alors les arbitrages de localisation s'accélèrent. Cette lecture par levier, plus que par narratif, permet de rester lucide quand le rythme change. Pour le premier profil, les professionnels des secteurs stratégiques, le réalignement oblige à revoir des repères devenus automatiques. Ce qui paraissait stable devient variable, et ce qui paraissait périphérique devient déterminant. Leur difficulté principale n'est pas d'accumuler des informations, mais d'intégrer la vitesse à laquelle des signaux séparés finissent par former une structure. Dans ce contexte, l'enjeu concret consiste à distinguer l'exception du mouvement répétable et à repérer les moments où un risque technique se transforme en contrainte de modèle. Pour le deuxième profil, les entrepreneurs et cadres orientés opportunités, le déplacement du centre de gravité change la logique de choix d'implantation. L'attention se déplace du seul coût immédiat vers la prévisibilité mesurable. Énergie, corridor, exécution, continuité opérationnelle. Lorsque cette prévisibilité augmente dans certains hubs africains au moment même où elle se fragilise ailleurs, les cartes mentales doivent être réécrites. Le risque n'est pas de manquer une tendance, mais de rester attaché à une géographie héritée qui ne reflète plus la logique des flux. Pour le troisième profil, les citoyens qui cherchent un impact tangible, les effets se lisent dans des indicateurs quotidiens, prix, emploi, services publics, sentiment de sécurité économique. Le réalignement n'est pas un débat lointain, il devient visible quand l'incertitude se traduit en arbitrages familiaux, en mobilité forcée ou en perspectives professionnelles qui se ferment ou s'ouvrent. Deux gestes aident à garder de la clarté. D'abord, suivre les signaux faibles concrets plutôt que les récits. Stabilité de l'énergie, fiabilité logistique, resserrement du crédit, décision de relocalisation. Ensuite, raisonner par condition. Si un levier devient durablement instable, alors les choix s'ajustent. Si un levier devient durablement prévisible, alors les flux se réorganisent. D'abord, sur un horizon de 0 à 2 mois, il s'agit de cartographier les leviers critiques. Les gouvernements et agences économiques identifient les points de dépendance qui rendent l'économie vulnérable. Énergie, importations stratégiques, corridors logistiques, financement. Les entreprises fournissent des données opérationnelles, sans effet d'annonce. La mesure se fait par un tableau simple. Volatilité des coûts, délai logistique, exposition aux ruptures, accès au crédit. Ensuite, sur 2 à 4 mois, il faut sécuriser la prévisibilité énergétique. Les autorités fixent des priorités d'exécution autour de la stabilité de l'approvisionnement et de la capacité de production. Les industriels, eux, revoient leur plan de charge en fonction de coûts attendus plutôt que supposés. Le suivi se mesure par l'écart entre coûts projetés et coûts réels, ainsi que par la continuité de production dans les secteurs intensifs. Puis, sur 3 à 6 mois, l'objectif est de reconfigurer les chaînes d'approvisionnement par résilience. Les entreprises testent des routes alternatives et diversifient leurs hubs non pour réduire un coût marginal, mais pour limiter les interruptions. Les partenaires logistiques documentent les gains de fiabilité et de délai.
L'indicateur clé devient la réduction du risque d'arrêt, et non la seule optimisation financière. Après cela, sur 6 à 12 mois, il devient pertinent de structurer des coopérations orientées valeurs retenues. Les États et acteurs régionaux négocient des accords sur minéraux critiques, énergie, infrastructures et systèmes numériques, avec des critères de performance explicites. Dans plusieurs capitales africaines, des dirigeants comme Ibrahim Traoré mettent en avant une logique d'alignement, reliée énergie, logistique et capacité industrielle. Les mesures suivent la rapidité d'exécution, la solidité des partenariats et l'attraction d'investissements productifs. Enfin, de façon continue, il faut inclure les compétences et les acteurs locaux. Programmes de formation, accompagnement et outils numériques alignent besoins industriels et main-d'œuvre. Le succès se mesure par l'employabilité et la stabilité des filières. Dans l'atelier des Midlands, le bruit des machines avait baissé avant les statistiques. Le directeur ne parlait pas de crise mondiale. Il parlait de marges effacées par l'énergie, de commandes qui ne suffisaient plus à rendre une ligne rentable. Plus au sud, à Nairobi, des entrepôts s'allumaient au contraire à heure fixe, parce que les flux devenaient prévisibles, parce que les corridors tenaient, parce que l'exécution cessait d'être un pari. Entre ces deux scènes, le monde a changé de logique. Il ne récompense plus l'habitude, mais la cohérence. Il ne protège plus l'héritage, mais la capacité à stabiliser les leviers réels. Énergie, logistique, valeurs retenues. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole isolé que comme un repère de lecture. Celui d'acteurs qui regardent dans le temps long et assemblent des pièces compatibles, plutôt que d'attendre un retour à l'ancien centre. Et une formule résume l'essentiel. La direction compte plus que la vitesse. Et si la bascule semble lointaine, elle se mesure déjà dans les choix d'investissement qui quittent un refuge supposé pour une stabilité construite. Ce rappel n'efface ni les fragilités britanniques, ni les défis africains. Il rappelle seulement que les signaux faibles, lorsqu'ils se répètent, deviennent une trajectoire. Ce réalignement ne se résume ni à la fragilité d'un modèle, ni à la vigueur d'un autre. Il décrit plutôt une redistribution des fondations, la prévisibilité énergétique, la maîtrise des corridors, la capacité à retenir la valeur industrielle et à transformer la démographie en compétences. Dans ce déplacement, les effets ne restent pas au niveau des cartes géopolitiques, ils filtrent dans les décisions d'entreprise, les budgets publics, puis dans la vie quotidienne. C'est aussi une recomposition culturelle et sociale. Des ambitions collectives se déplacent avec les flux économiques et les repères de stabilité changent de camp plus vite qu'on ne l'admet. Des figures comme Ibrahim Traoré deviennent alors des points d'observation utiles, non parce qu'elles résument un continent, mais parce qu'elles illustrent une lecture stratégique de leviers concrets dans un monde qui se réorganise. Si cette analyse vous parle, la suite la plus utile n'est pas d'ajouter du bruit, mais de comparer quels signaux faibles vous semblent les plus décisifs, l'énergie, la logistique, les minerais critiques ou la capacité d'exécution institutionnelle. Et, dans les prochains épisodes, préférez-vous approfondir l'angle des données, celui des décisions industrielles ou celui des conséquences sociales ou consensus sociales ?